cet après-midi, vous l'avez compris, on s'intéresse à la gestion opérationnelle des SMEL. Donc, pour commencer, 2 retours d'expérience. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Descamps, fondateur d'Andromède Océanologie, que je ne vois pas dans la salle. J'espère qu'il est là et qu'il va venir me rejoindre. Là, c'est le grand blanc de l'animatrice. Ah, voilà, je ne le voyais pas, pardon. Et Marc Ernoux, donc, voilà, et Marc Ernoux, donc maître de port à la régie des ports raphaélois à Saint-Raphaël. Bonjour. J'ai eu un petit moment de panique. Asseyez-vous, je vous donne un micro. Et merci. Alors, on va commencer par ce retour d'expérience sur ces coffres de grande plaisance. Je vous donne la zapette, c'est le gros bouton. Ok. C'est facile. Bah oui. Alors, voilà, comme vous voulez, vous installez comme vous voulez. J'espère que les autres ne sont pas comme ça, mais enfin... Oui, moi aussi. Donc, rapidement, donc Donia Moring, je ne sais pas si... certains d'entre vous, je pense, sont nombreux. Vous étiez là l'an dernier, donc on annonçait notre volonté de déployer un réseau de coffres innovants, autonomes sur la Côte d'Azur pour les yachts de 24 à 70 mètres. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est le travail qui a été effectué depuis le dernier forum mouillage, donc durant cet hiver. Donc, Donia Moring, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des coffres d'amarrage connectés, celui que vous voyez là. Le but, c'est d'avoir des mouillages de yachts, donc sans impact sur la posidonie. Ces coffres sont situés dans des zones de très forte pression. Donc, on a étudié tout d'abord la fréquentation sur le littoral de la Côte d'Azur pour disposer les coffres aux endroits stratégiques. Et puis, c'est une solution qui s'intègre dans une stratégie plus globale d'Andromède Océanologie, qui part de la connaissance du milieu, de la cartographie, de l'application Donia, de notre module de gestion des flottes Donia Manager, mais aussi à la restauration écologique des herbiers par le repiquage, la replantation. Donc en fait, c'est une solution sur une stratégie globale. Alors, pour qui? Eh bien, comme j'ai dit, ces coffres sont dimensionnés pour des yachts de 24 à 70 mètres. Ce sont des coffres de beau temps, c'est-à-dire qu'au-delà de 25-30 nœuds de vent, les coffres ne sont pas utilisables. C'est-à-dire que ce n'est pas des coffres pour essuyer la tempête hivernale ou même le fort coup de vent estival. C'est des coffres pour retrouver, à la demande du yachting, une activité récréative dans les zones proches du rivage, qui étaient, avant les arrêtés d'interdiction de mouillage de 2019, très prisés par ces yachts pour avoir les activités de baignade, de jet, etc. Donc, c'est une tentative pour essayer de concilier la préservation de l'environnement, la protection de la posidonie et en même temps de préserver des activités économiques qui sont cruciales pour la région sud et en particulier la Côte d'Azur. Donc Donia Moring, c'est où? Je crois qu'on n'aura pas la partie gauche des diapos. C'est pas grave. Donc, en fait, donc cette année, on a eu 15 autorisations d'occupation du domaine public maritime temporaire pour une durée de 7 ans. Donc, 15 coffres, 4 autour de l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes. 6 à côté d'Antibes, dans le golfe Juan, au ras de la zone qui est en Poitillé, qui est la zone d'interdiction de mouillage pour les bateaux de plus de 24 mètres. Mais je précise quand même que si c'est une zone autorisée au mouillage, c'est quand même une zone d'herbier, très dégradée malheureusement, mais c'est quand même une zone d'herbier. Donc cette zone, à mon avis, ne devrait pas être figée telle qu'elle, puisque c'est une zone d'herbier. En tout cas, nous, on est disposé en limite nord de cette zone d'autorisation de mouillage. Et on a 5 coffres en mer d'Aise, à côté de Beaulieu-sur-Mer. Voilà. Donc en fait, ce plan est à la fois
le résultat d'une étude de la fréquentation des yachts sur la Côte d'Azur, mais aussi le fruit d'une négociation, de discussions très importantes qui ont eu lieu en commission nautique locale et en collaboration avec les services de l'État, avec la DZTM 06, pour essayer de placer ces bouées. En fait, on s'aperçoit, et puisque on parle de retour d'expérience, je vous donne la mienne, c'est qu'on s'aperçoit que quand on veut mettre un objet en mer, chaque mètre carré de mer est en fait très sollicité. C'est peut-être là la difficulté, au-delà des problèmes administratifs, millefeuilles administratifs dont on a parlé, oui, bon. Mais en fait, c'est surtout que la zone côtière est une zone extrêmement convoitée. Et donc, c'est très difficile de positionner des objets comme des coffres d'amarrage. Alors, donc, je vous disais que c'était des coffres innovants. Donc, à la base, c'est un coffre gisement classique, 3 mètres de diamètre, en tout cas pour la partie flotteur. Et on a adjoint sur la tête, sur ce coffre, une tête équipée d'électronique qui est autonome en énergie, qui est alimentée par des panneaux solaires et qui va en fait comprendre un système de verrouillage qui permet de fermer le coffre et d'empêcher l'amarrage lorsque l'utilisateur n'a pas loué la bouée. Et donc l'organo d'amarrage va se libérer lors de la location. Et donc évidemment, il y a toute une partie électronique avec un microprocesseur dans la bouée, un contrôleur de charge pour les batteries, une puce 4G puisque tout ça communique par téléphone, et des antennes, évidemment. Donc vous avez à gauche le système de verrouillage. Oui, surtout par les gabions. Je ne vous cache pas que c'est un problème. Alors, donc, je disais que innovation sur la tête de coffre, mais innovation aussi sur l'ancrage, puisque nous, on a décidé justement de ne pas aller vers la solution corps mort. Je pense qu'il est à peu près admis par tout le monde qu'il faut des ancrages écologiques pour les petites unités. On ne met pas des petits corps morts pour les bouées pour les semelles, en gros. On essaie de faire des ancrages écologiques. À mon avis, c'est exactement la même logique pour les gros bateaux. Quand c'est possible, quand on veut être dans des écosystèmes sensibles, c'est-à-dire proches de l'herbier, et c'est là souvent que sont les activités, il faut essayer d'être le plus léger possible. Alors léger, tout est relatif, mais en tout cas, nous, on a opté pour une solution innovante de châssis métallique ancré dans le substrat. Donc, voilà ce que ça donne à la fois en surface et sous l'eau. En surface, vous avez le coffre là qui est verrouillé. En fait, on voit que l'organo n'est pas disponible. Et sous l'eau, vous avez le châssis ancré et la ligne d'amarrage qui a été calculée par Gisement et ses prestataires et fabriquée par CAE Marine Levage. Donc une ligne textile, là encore, pour avoir les choses les plus légères possibles et les moins impactantes. Alors, un an de travail, c'est pas que de l'administratif. J'ai essayé de faire un petit récapitulatif. Si on part en haut à droite, donc il y a eu tout le design, la programmation de l'application. Ça, c'est très quand même compliqué. Le travail de conception de la tête de coffre, ça c'est de l'ingénierie. Finalement, c'est pas simple non plus. Le développement du coffre d'amarrage, donc avec Gisement, la conception du châssis et de les lignes de mouillage. Donc là encore, on a essayé de faire du nouveau avec une solution mixte ancrage poteau et ancre à bascule que je vais vous remontrer tout à l'heure. Et puis les travaux d'installation qui ont eu lieu en juin-juillet. Et côté administratif, donc la rédaction des contrats d'assurance, l'étude économique, l'étude de clientèle, le financement, etc. La création de la société, puisqu'on a créé une société pour cette activité. Le dépôt de brevet, puisque le système est breveté.
Et puis les dossiers donc d'autorisation, vous voyez que c'est une petite partie en fait du travail, mais qui est effectivement chronophage. Ce qui est chronophage, c'est pas tellement la relation avec les services de l'État qui fonctionne bien, c'est la négociation avec tous les utilisateurs du plan d'eau. Et là, par contre, il y a des allers-retours avec les pêcheurs, avec les phares et balises, avec les municipalités. Enfin, tout le monde a effectivement un mot à dire. Et c'est là, en fait, que c'est long et délicat. En termes d'études environnementales, donc études de sol, insertion paysagère, cartographie des biocénoses. Donc, cartographie des biocénoses, voilà, c'est le cœur de notre métier. Donc, il s'agit pour nous de trouver des petites places hors de l'herbier, puisqu'il ne fallait pas ancrer dans l'herbier. Et vous allez voir qu'on arrive à insérer les châssis dans des petites tâches si on a fait une bonne cartographie. Étude du sous-sol, donc avec du matériel X-Blue, un Ecos 3500, un sondeur de sédiments qui nous permet de voir si on pouvait ancrer en fait nos châssis dans le sol, si on avait l'épaisseur de substrat meuble suffisante pour aller enfoncer les poteaux et les ancres. Programmation de l'appli, design d'utilisateur, comment on utilise la bouée, comment on réserve, comment on paye, comment on est remboursé. Il y a tout un tas de questions à se poser qu'on a dû lever petit à petit. Insertion paysagère, comment nos coffres s'insèrent dans le paysage, est-ce que ça répond aux besoins, aux usages, etc. Donc après tout ce travail-là, le début des travaux a commencé pour nous le 6 juin 2022 avec l'immersion des châssis, la collaboration de la société Cherezy et Fastou à Cannes. Donc ces châssis étaient immergés par bateau et après on pouvait les bouger quasiment au centimètre par plongeur en les ressoulevant par ballon. Et puis ancrage qu'on va revoir avec la société Mare Nostrum à Nice. Donc ces châssis sont ancrés avec des ancres à bascule, je disais, des poteaux. Les ancres à bascule, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc c'est des ancres qui sont enfoncées dans l'axe, dans le sol, et après qui pivotent, qui donnent une résistance très forte, et elles sont enfoncées jusqu'à 4 mètres de profondeur. Donc évidemment, la tenue est environ de 15 tonnes par châssis, donc c'est extrêmement puissant. Tous ces calculs ont été validés par bureau d'études, hein, c'est pas moi qui les invente. Les travaux sous-marins, donc on a aussi développé nos propres outils durant l'hiver hein, pour, par exemple, battre les pieux. On a 6 pieux par coffre avec cette machine là qu'on a appelée de manière délicate la guillotine. Et une autre machine qui sert à enfoncer les ancres, donc jusqu'à 4 mètres de profondeur dans le sol, avec les scaphandriers de Mare Nostrum. Donc voilà ce que donne le châssis une fois ancré. Bon là, les chaînes ne sont pas tendues, on n'a pas encore tiré sur les ancres. Vous voyez donc les 6 poteaux dont on voit juste les extrémités, et puis les boulons, les chaînes qui plongent dans le sédiment. Ça fait quasiment pas de turbidité. On peut vraiment se mettre dans des trous de souris, donc c'est qu'on trouve en général dans les herbiers. Surtout que ces zones, vous voyez là une zone ancienne de mouillage avec un herbier qui est complètement dégradé par les anciens mouillages de yachts. Donc juillet, il faisait très très beau à Cannes, je peux vous dire, très chaud. Montage des bouées, on en a installé 6 donc cette année. Et on a pu commencer l'exploitation début août, mais avec très peu de communication finalement, parce qu'on a tellement été occupé au niveau technique durant l'hiver qu'on a été moins efficient sur la communication et la commercialisation. Du coup, on a eu une activité qui est vraiment en démarrage, mais avec quelques bateaux, donc ici c'est à 55 mètres, à côté de Sainte-Marguerite. Voilà, donc nos projets pour 2023, c'est le développement de toute notre partie marketing. Il faut qu'on se fasse connaître. Pour l'instant, les études, les petites enquêtes qu'on a pu montrer montrent qu'on n'est pas encore suffisamment connu par les capitaines de yacht. Le développement de services associés, par exemple l'aide à l'amarrage, on s'aperçoit en fait que prendre un coffre pour un yacht, c'est pas si simple. Donc on va développer des services d'aide à l'amarrage, mais ça peut être aussi du ramassage de poubelles, de choses comme ça. Enfin, en tout cas, on va essayer de développer les services au yacht.
On veut créer un réseau avec des acteurs volontaires. On s'aperçoit que tout le monde n'a pas la même volonté de s'impliquer dans des projets environnementaux dans cette industrie-là. Il y a vraiment des brokers, des capitaines qui veulent être moteurs, qui sont intéressés, qui veulent utiliser, qui veulent promouvoir. Donc on va essayer de voir avec eux si on peut faire des premiers early adopters voilà, qui pourraient servir d'exemple. On a des projets aussi avec les prud'hommes locales pour intégrer nos châssis plus dans l'environnement, peut-être les transformer en petits récifs artificiels aux endroits où biologiquement, écologiquement, ça nous semble opportun. En tout cas, on veut garder la relation avec les pêcheurs. Et puis, ma foi, on a acquis cette expérience un peu 360 degrés entre les aspects réglementaires, techniques, et on a une solution innovante. Donc, pourquoi pas déployer notre solution sur d'autres sites, pas forcément avec nous en maître d'ouvrage, mais pour d'autres maîtres d'ouvrage, s'il y a des sites qui sont intéressés et qui trouvent que cette solution peut être intéressante pour leur site. Donc, à ce niveau-là, voilà, on est ouvert à d'autres propositions en Méditerranée et à tous les endroits où le problème du mouillage des yachts pose un problème sur l'environnement. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je propose qu'on passe directement donc, à la présentation de la rade d'Aguet. Donc, je vous passe la parole. Vous vous installez comme vous voulez, vous restez là, vous allez au pupitre, vous êtes le maître. Merci beaucoup. Un, deux. Ouais, je crois que ça marche. Oui, merci beaucoup. Oui, Marc Ernout, de la Régie des ports de Saint-Raphaël, et je gère la SMEL d'Aguet. Voilà. La création par la ville de Saint-Raphaël de la SMEL d'Aguet date de 2004. Nous venons de fermer la 18e saison. Donc ça y est, le mouillage est majeur. Voilà. Il est géré par la Régie des ports de Saint-Raphaël depuis 2008. Donc les objectifs, c'était maintenir la qualité des fonds marins, préserver les herbiers de Posidonie, présence remarquable d'un récif barrière de Posidonie, contrôler la pression de la plaisante sur le site. Avant la création du mouillage, la rade d'Aguet est très abritée et pouvait recenser un nombre incalculable de bateaux. On commençait à avoir des soucis, par exemple avec les écoles de voile, le club de kayak. L'école de voile ne pouvait plus sortir. Voilà. Le week-end, c'était impossible. Ils étaient obligés de remorquer les optimistes ou les catamarans et slalomer entre les bateaux pour se mettre au large pour pouvoir naviguer. Assurer la sécurité de la SMEL et devenir un acteur touristique de la rade d'Aguet. Alors, au niveau de l'organisation, on a 3 zones de mouillage dans la rade. On a 3 types différents au niveau des ancrages. Donc, on a ancre simple pour des bateaux jusqu'à 8 mètres. Ensuite, on a des ancres doubles qui tiennent des bateaux jusqu'à 6 tonnes et rayon d'évitage de 10 mètres. Et ensuite, on a des ancrages triples où là, on peut monter à 16 mètres et 16 tonnes. Une capitainerie a été construite. Des sanitaires pour les plaisanciers qui sont maintenant complètement autonomes par panneaux photovoltaïques et en énergie électrique aussi. On a un agent portuaire en CDI un plein temps qui est vraiment affecté sur la zone de mouillage. Donc au niveau matériel, refaire les lignes de mouillage, passer les commandes, prendre les réservations et être le responsable pendant la saison. On prend un renfort de 2 agents portuaires de la régie du 1er mai au 30 septembre, puisque c'est la période d'ouverture des mouillages. Et on a 2 emplois saisonniers sur juillet et août. Et on a 2 bateaux de servitude qui nous permettent à l'accueil des plaisanciers. Alors la fréquentation pour 2021, alors le bateau de passage par rapport à l'arrêté interpréfectoral de la zone de mouillage d'Aguet, c'est de 0 à 3 jours, avec une extension à 2 jours de plus en cas de mauvais temps ou d'avarie du bateau. Donc on a fait 2718 bateaux en passage du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Et
ce qu'on appelle, nous, les nuitées bateaux en saisonnier, c'est les bateaux qui viennent plus de 5 jours. Vous venez 15 jours en vacances et vous voulez mettre votre bateau sur une bouée, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. On a réalisé 8783 nuitées de bateaux en saisonnier. Depuis 18 ans, on est à peu près stable. Cette année, alors j'ai sorti les chiffres cette année, on a une augmentation, et cette augmentation, elle est simplement due aux conditions météo exceptionnelles qu'on a eues cet été, puisqu'on a eu très peu de vent sur Saint-Raphaël et du très beau temps. Donc pour cet été, je vous les donne, ils sont sortis hier, 3319 bateaux en passage et 7858 nuits de bateaux saisonniers. Donc finalement, un peu moins de saisonniers. Un peu moins de saisonniers, oui. Alors, les services et les activités. Donc, on est ouvert du 1er mai au 30 septembre. Accueil et service tous les jours, 7 jours sur 7. Mai, juin, septembre de 9h à 19h. Juillet et août de 8h30 à 21h. Donc, accueil du public, aide à l'amarrage, accès gratuit aux sanitaires, surveillance des zones de mouillage, ramassage des ordures ménagères au bateau. Alors ça, c'est une nouveauté qui a 2 ans. À la création du mouillage en 2004, on avait deux ancrages qui avaient été dédiés, même 3 ancrages qui avaient été dédiés à des poubelles flottantes. Depuis que j'ai la charge de ce mouillage, je me bats pour faire enlever ces bouées, et il y a 2 ans, j'ai réussi. Alors, on avait les poubelles de type Obel, je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous approchez avec le bateau et vous faites un panier de basket. Sauf qu'à l'intérieur, tout se mélange. Le plaisancier, il jette du verre, il jette tout. Voilà. On a même déjà eu du carrelage à l'intérieur. Donc vous imaginez qu'après, le tri sélectif est impossible. À savoir aussi que c'est une très mauvaise idée de mettre ce type de poubelle, parce que le jour où vous prenez 6 jours de Mistral et qu'il vous est impossible d'approcher la bouée ou de récupérer les sacs, je ne vous dis pas l'odeur au bout de 6 jours, quand il faut y aller. Voilà. Donc on a pris le parti de créer un ramassage tous les matins. On passe derrière les bateaux. Donc à l'accueil, on donne les sacs trions propres, voilà. On donne des petites boîtes en carton pour le verre. Et le fait de passer au bateau et de récupérer, le plaisancier trie bien. Et je pense que on fait un service de plus et une petite éducation encore à l'environnement et à ce tri sélectif. Voilà. Donc après, tous les services qu'a une capitainerie, la météo, les avurnaves, l'accès Internet et tout ce qui est fait dans une capitainerie. Voilà. Alors, les améliorations que nous avons apportées. L'adaptation des horaires d'ouverture aux plaisanciers. Voilà. On a mis quelques années à se caler. J'ai un souvenir des premières années où on finissait à 23h. On finissait de nuit avec les lumières pour l'accueil de 2 bateaux. Donc on a calé vraiment des horaires par rapport au mois d'exploitation. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est les mêmes horaires et ça va très bien. Voilà. On filtre quasiment 95% des bateaux, les 5% qui restent, soit ils partent avant qu'on arrive et tant pis pour nous, soit ils nous attendent gentiment, ils ont pris l'habitude de venir passer la nuit et de payer leur forfait le matin quand on passe. Voilà. Augmentation du diamètre des bouts des lignes de mouillage. Alors on avait, par rapport à nos 3 types d'ancrage, on avait 3 types de bouts différents avec les mêmes bouées, et qui peut le plus, peut le moins. Donc on a augmenté la taille de nos bouts pour avoir une tranquillité et une assurance. Voilà. À savoir que quand le Mistral rentre dans la baie d'Aillé, on a déjà pris sur le mouillage 160 km/h de vent avec des bateaux sur les bouées. Donc on a déjà du mal un peu à dormir sur nos 2 oreilles, mais on voulait assurer, et donc on a amélioré le système qui avait été créé, qui était un très très bon système, et on a fait des améliorations parce que on s'est aperçu de points d'usure à des endroits spécifiques des lignes de mouillage, et on continue à tout le temps essayer de s'améliorer, et que surtout ça nous coûte moins cher en entretien et en changement de bout.
Voilà. Nous avons mis la concentration du passage sur une seule zone. Alors c'est une zone qui est très prisée, très touristique, qui est très jolie. Pour ceux qui connaissent la rade d'Aguet, c'est la zone de la Baumette. Et on a concentré le passage à cet endroit-là. On n'a pas mis du passage sur chaque zone. Pour la simple et bonne raison, c'est que la rade d'Aguet est quand même assez vaste et ça nous aurait demandé beaucoup de déplacements en bateau et des frais supplémentaires, des bateaux supplémentaires et du personnel supplémentaire. Et donc, je vous disais tout à l'heure, le ramassage des déchets directement au bateau. Alors, les améliorations à venir... Donc, des protections plus performantes sur l'anneau d'amarrage, par exemple, parce que nous, on a un système qui est que sur du boot, hein, et donc on cherche vraiment à améliorer le frottement qu'on a entre notre boot et le boot des plaisanciers. Voilà. On est en concertation avec la ville de Saint-Raphaël pour la création d'un sentier sous-marin qui va être vraiment attenant à cette zone de passage, et on veut vraiment être partie prenante pour pouvoir justement... continuer à préserver l'herbier de Posidonie en proposant aux plaisanciers qui vont passer au mouillage et à tous les touristes qui vont venir sur Saint-Raphaël de pouvoir leur permettre de voir les fonds marins et de voir la Posidonie et de créer un petit écomusée d'une ancienne maison de pêcheurs qui est juste à côté de la rade d'Aguet. Voilà. Le dernier point, on va essayer de voir justement avec les services de l'État, de revoir le montant de l'AOT, voilà, qui n'a fait qu'augmenter depuis 18 ans et qui maintenant représente à peu près un tiers des redevances des plaisanciers sur le mouillage. Et cette redevance qui fait qu'augmenter... commence à nous mettre en difficulté pour l'équilibre financier de l'ASMEL. Voilà. Alors, on a des politiques qui nous suivent, mais l'arrêté interpréfectoral chez nous est jusqu'en 2029. Et si en 2029, des politiques nous disent « vous nous coûtez trop d'argent », ça pourrait être la fin de ce mouillage. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on prend le temps d'une question pour chacun ou une remarque s'il y en a une, et puis ensuite on passera à la table ronde. Je ne sais pas si ceux qui participent à la table ronde ont le droit de poser des questions. Alors, donc, on a une question de Michel en haut à droite. Ah, ça arrive par l'autre côté. Chacun son côté. C'est très organisé. Par contre... Bonjour, Michel Malaron, directeur du port de Bonifacio. Et donc, la commune de Bonifacio a porté le projet de Saint-Amance. On parlera un peu plus tard. Question à M. Descamps. J'écoutais avec beaucoup d'attention votre présentation et je le mettais un petit peu en perspective avec les travaux effectués à Bonifacio. Donc, 3 questions en une, en fait. Je suis étonné qu'en fait, dans votre projet, on ne vous ait pas contraint sur l'impact paysager sous-marin, alors qu'il y a un an, en Corse, on l'a été, pour faire du biomimétisme sous-marin, c'est-à-dire pour que les personnes n'ont pas le masque tuba, ne soient pas impactées visuellement par ce qu'ils découvraient. Deuxième question, quid de la réversibilité sur les installations mises en place, notamment les ancres type Manta qui viennent se figer au fond. Et troisième question, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments financiers par système complet, ramener à l'ensemble des études et des installations? Est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte un mouillage pour un 40 ou un 50 mètres? Vous avez 1 minute pour répondre à tout ça. Tout va bien? Ça marche? Oui, je crois que ça marche. 1, 2, oui. Oui, ça marche. Oui. Oui, ça marche. Sur l'impact paysager sous-marin et l'impact environnemental, notre approche, nous, c'est d'être le plus léger et transparent possible sur le fond marin. Alors j'admets que le châssis est quand même une structure importante, hein, mais beaucoup moins importante quand même qu'un corps mort béton, même si on lui adjoint quelques modules d'éco-conception.
Moins d'impact aussi, parce que c'est une structure finalement légère. Hein. Le châssis fait 1,5 tonne contre un corps mort qui ferait quasiment 30 tonnes. Donc on n'aurait pas le même impact sur le fond. Donc moi, c'est mon point de vue d'écologue. Il me semble que si on travaille à proximité immédiate de l'herbier, il faut essayer d'avoir cette légèreté. Pas avoir de phénomène d'érosion en pied de corps mort, d'ombre sur les herbiers alentours, etc. Donc vraiment là c'est un parti pris. Sur les zones de sédiments, on pourrait équiper ces récifs facilement de petits modules pour faire des récifs type faille, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu, qui est possible, et qu'on préférera toujours plutôt que de couler des corps morts de 30 tonnes sur le fond. Je comprends que d'autres personnes puissent avoir des avis différents, mais là, il y a vraiment un choix d'option. Concernant la réversibilité, donc évidemment on peut enlever le châssis, on peut enlever les poteaux. Il y a par contre, il faudrait arracher les ancres, et ça paraît très difficile sans faire d'impact sur le fond. En fait, c'est impossible. Donc la solution, c'est de couper les chaînes au ras du sol, et en fait de laisser les chaînes dans le sol. Donc c'est pas 100% réversible. Les chaînes resteraient dans le sol. Voilà. Et combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Alors, le problème, c'est que nous, on a fait beaucoup de choses en interne, puisqu'on fait de la cartographie, on fait de la biologie, on a participé à une partie des travaux, en tout cas celles qu'on pouvait faire. Donc, il y a beaucoup de coûts qui sont internalisés. Nous, ça nous a coûté en gros 100 000 € par coffre. Voilà, ça donne un bon ordre d'idée. On aurait bien aimé que ce soit un petit peu moins, mais en fait, au final, on s'en sort là-dessus. Les travaux sous-marins sont assez onéreux, ont été assez onéreux. Mais bon, là, on a absorbé 90 ou 95% de nos coûts, puisque maintenant, tout est en place sous l'eau, tous les coffres sont achetés, tout le matériel est prêt, donc on n'a plus que les frais d'exploitation. Alors, on prend le temps juste d'une autre question et puis après on passe à la table ronde. Oui, bonjour, Vincent Salbert, OTIS. C'était justement sur Aguet. Vous dites que vous avez 3 zones de mouillage avec une capitainerie et des sanitaires. Or, à ma connaissance, depuis 2019, sur les zones de mouillage et d'équipements légers, il y a cette notion de réversibilité. Quel outil juridique vous avez utilisé pour faire une capitainerie sur une zone de mouillage ? Alors, on a utilisé la base nautique, les modules de la base nautique. Voilà. Donc, on a récupéré une zone qui était sur la base nautique. On a récupéré un espace local et on a agrandi pour faire des sanitaires. Oui, non, mais d'accord. Mais votre capitainerie est rattachée à votre zone de mouillage ? Oui, on a une capitainerie qui est dédiée pour la zone de mouillage. Oui, sur la rade d'Aguet, on a le tout petit port abri du petit port d'Aguet qui a une toute petite cabane. Et donc nous, on a décidé de faire de délocaliser une capitainerie sur le secteur pour pouvoir accueillir les plaisanciers. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions.